s'appelle Thomas McKay, que vous pouvez vérifier. Thomas McKay, McKay c'est M-C-K-A-Y. Donc Thomas McKay, pendant qu'il avait mon dossier, il a hérité du dossier de l'avocat de Trump, Michael Cohen, dont il a obtenu la condamnation à 3 ans de prison ferme il y a moins d'1 semaine. Honnêtement, pour vous dire la vérité, quand j'ai appris à la télé que mon procureur qui doit s'occuper de mon dossier avait maintenant le dossier de Trump et de son avocat, je me suis senti important. Je me suis quand même comparé au grand de ce monde. Hein? Parce que si on prend un avocat, un magistrat aussi exceptionnel pour lui confier mon dossier et le dossier de l'avocat Trump, j'ai pensé que Trump était grand mais que je n'étais pas petit. Alors, cet avocat a réussi à faire condamner Michael Cohen à 3 ans de prison, vous l'avez suivi il y a 1 semaine. Tout le monde en Amérique sait qu'il poursuit avec vigueur le dossier des enfants de Trump et pourrait obtenir leur conviction et leur emprisonnement. Alors, imaginez Trump qui accepterait, après avoir parlé avec Macky Sall, d'appeler Tom McKay ou ses patrons au département de la justice pour leur dire laissez Gadio tranquille et laissez-le rentrer au Sénégal, on a besoin de lui là-bas pour des élections. On en aurait éclaté de rire si cela ne traduisait pas les limites intellectuelles et les problèmes de culture générale de certains pseudo-analystes ou pseudo-intellectuels au Sénégal. Je ne peux pas mentionner le président Macky Sall sans saluer avec respect et estime son solide allié, le président de l'Assemblée nationale, mon grand frère Ami Moustapha Niasse. Je lui renouvelle mes condoléances attristées, car il sait que je sais que sa défunte maman a tellement prié pour mon retour. Lui-même m'a couvert d'affection, de coups de fil et d'encouragement à tenir bon, sans oublier les camines qu'il a régulièrement fait faire pour moi. Je salue aussi la solidarité de mes collègues députés de tous bords politiques et les plaidoyers à ma faveur de mon frère, le ministre Moustapha Guirassy, et de mon frère, le brillant avocat Maître El Hadj Diouf, ici présent à mes côtés. Mes collègues de l'IPS, mes camarades de parti et les jeunesses panafricanistes à travers le continent m'ont donné de solides raisons de croire davantage au futur radieux de notre continent. Très rapidement, avant d'aller vers la deuxième partie finale de cette rencontre, de cette présentation, je voulais vous parler du Southern District de New York. Tous ceux qui s'intéressent à la machine judiciaire américaine, vous devriez étudier ce qu'on appelle le Southern. Alors, Southern, ça vient de South. Southern, c'est prononcé en anglais de différentes façons. Mais Southern District de New York, c'est le département d'élite de la justice américaine. Les cas les plus difficiles, les plus complexes, tous les cas liés au terrorisme, tous les cas liés à Madoff, par exemple, la grande corruption, tous ces cas sont confiés. C'est bon, bah? Ok. Donc, je disais que le Southern District de New York est la fierté de la justice américaine. Ils mettent leurs meilleurs magistrats, leurs meilleurs juges d'instruction, leurs meilleurs avocats, ils les mettent dans le Southern District de New York. Parce que ces gens-là, comme on dit là-bas, ne loupent pas leur cible. Quand ils vous ont, entre guillemets, vous êtes finis. Et Dieu a fait que c'est avec le Southern District de New York que j'ai traité pendant 10 mois. Et eux-mêmes me disent, m'ont dit plusieurs fois, ce qui nous arrive dans votre cas nous étonne au plus haut point parce que c'est surprenant, ça nous est quasiment jamais arrivé. Ils n'ont jamais fait une enquête pendant 2 ans sur quelqu'un, réuni autant d'informations avec le FBI pendant 2 ans, ensuite engager des discussions avec cette personne pendant 10 mois et conclure que cette personne n'a pas commis les crimes qu'on pensait qu'il aurait commis et lui dire qu'on est prêt à signer un accord pour retirer, annuler notre plainte et retirer toutes les poursuites. Mais faites vos propres recherches sur le Southern District de New York. Celui qu'on appelle le chef aveugle, c'est lui qui a fait des attentats au Kenya et en Tanzanie, c'est eux qui l'ont jugé. Et bien d'autres criminels. L'ancien président de l'Assemblée de l'État de New York, l'Assemblée nationale, le Parlement de l'État de New York, ils l'ont mis en prison, il est encore en prison. Madoff, qui a fait chuter l'économie mondiale, ils l'ont mis en prison. C'est des experts, c'est des magistrats d'élite. Pour nous, c'est un loxo doo fa jógee
Cheikh Tidiane Gadio dugg na fa jóge na fa mi ngi fii Sénégal toog ak yéen di wax sant suñu borom. Je les respecte, je les ai jamais craints parce que je ne crains aucun être humain, mais je les ai beaucoup respectés parce que je connais leur parcours. Et ça a été d'une rigueur extrême, et j'y viens, et j'en viens plutôt. En revanche, parlant du président Macky Sall, avant de refermer ce point, le président Macky Sall m'a été d'un apport incommensurable. Et je l'en remercie du fond du cœur, quand justement, il n'a pas tenu compte, ou il n'a pas tenu en compte, nos divergences politiques de l'époque, au début de ce tragique malentendu entre la justice américaine et moi, pour me manifester sa totale solidarité, son amitié fraternelle et son soutien affectif. J'étais honoré que le président du Sénégal m'appelle pour me dire, chef, je suis un peu coincé par une réunion importante, est-ce que je peux t'appeler dans 2 jours, le dimanche, comme ça on aura le temps? Je lui ai dit, oui, monsieur le président, on peut le faire. Et il m'a appelé au début de cette crise, donc en décembre 2017, quand j'étais déjà rentré chez nous, au Maryland, pour me parler pendant 1h15, en commençant par, et je le cite, cher, dis-moi tout. Quand je lui ai tout dit, par-delà le chef d'État qui assiste un compatriote, ancien ministre d'État, député à l'Assemblée nationale, c'était l'ami et le frère qui m'a conforté, réconforté et assuré de son engagement total à mes côtés jusqu'à la victoire. Ceci n'est pas petit et ceci n'a pas de prix. Le président Macky Sall a instruit son exceptionnel ambassadeur de l'époque, mon frère et ami personnel, Babacar Diagne, et son consul général, mon sympathique frère Ndaw, de me donner pleine assistance consulaire, d'être aux petits soins pour moi, entre guillemets, petits soins. Qu'ils en soient tous remerciés. La même attitude positive a continué avec le nouvel ambassadeur, mon frère Momar Diop, et ses collaborateurs, tous dévoués et amicaux. La curiosité sénégalaise étant sans limite, certains veulent sûrement savoir comment j'ai fait face aux factures exorbitantes des avocats américains. Et là, je te dirai combien tes collègues demandent par mois. C'est pour des raisons de pudeur, je ne dirai pas tout. Mais je vous donnerai quelques ingrédients, comme on dit. Après, vous pouvez ajouter vos petites magies et tout ça, il n'y a pas de problème. Pour des raisons de pudeur, je dirais que Madame Gadio, mes enfants et moi avons payé 75 à 80% de mes factures, mes frais d'avocat. Les autres 20 à 25% sont des contributions de 4 amis, dont 2 hommes d'État, un homme d'affaires sénégalais et un compatriote, leader politique, qui n'est même pas du même bord politique que moi. S'ils acceptent que je les remercie nommément, je le ferai avec plaisir et sans gêne. S'ils acceptent que je les remercie nommément, parce que pour l'instant, ils ont refusé. Mais pour des raisons de transparence, s'ils acceptent, si j'arrive à les convaincre, j'aimerais bien les remercier devant le peuple sénégalais et les peuples africains. Je vais maintenant vous donner une idée de ce qui est arrivé au départ de ce tragique malentendu et comment le tout s'est déconstruit pour aboutir à un blanchiment total dont je suis fier pour moi-même, ma famille, mes amis, mes proches, mon peuple et les jeunesses panafricaines à travers le continent. Le vendredi 17 novembre 2017 restera une pierre angulaire dans ma vie. Ce jour-là, j'ai répondu à une convocation des services d'immigration du Homeland Security. Vous savez, les États-Unis ils ont le ministre de l'Intérieur, ils ont le Homeland Security qui s'occupe aussi des activités de la sécurité intérieure. Hein, Homeland Security. Alors, ils m'ont convoqué, ils ont demandé que je vienne les voir. Une fois dans leurs locaux, je me suis retrouvé dans une salle avec 5 à 6 agents du FBI venus me délivrer un mandat d'arrêt. J'ai tout de suite réclamé le droit de savoir les raisons d'une telle arrestation. Là où je vois tout de suite la main protectrice de Dieu, c'est que j'ai commis une erreur qui s'est révélée plus tard un élément clé assez positif du processus judiciaire me concernant. L'erreur, c'est d'avoir, par esprit de révolte, accepté de discuter les accusations me concernant sans la présence d'un avocat. Vous savez que c'est sacré aux États-Unis, c'est interdit à tout client, toute personne accusée de quoi que ce soit, de parler au procureur sans la présence de son avocat. Et je sais que je l'ai fait. J'étais tellement convaincu
que toute charge criminelle contre moi ne pouvait relever que d'un malentendu ou d'une erreur grave de la justice américaine ou de toute autre justice, tant j'étais confiant en mon éthique et en mes pratiques et en mes valeurs. Comme c'était le Homeland Security, j'ai tout de suite pensé à mes démarches contre le travel ban imposé au Tchad. Vous vous rappelez que le Tchad avait été mis dans la liste des pays musulmans interdits d'accès aux États-Unis vers le mois de septembre-octobre 2017. Alors, j'ai donc pensé que les démarches que je faisais contre le travel ban imposé au Tchad et les soupçons de lien au terrorisme des pays qui figurent sur cette liste, c'était la raison pour laquelle on allait me délivrer un mandat d'arrêt. Or, j'avais fait beaucoup de démarches pour indiquer à mes amis du département d'État qu'inclure le Tchad dans la liste du travel ban était un sérieux revers pour nous tous et que l'Amérique devait corriger très vite son erreur. En octobre, un mois avant cet incident à New York, je me suis rendu sur ma propre initiative et à mes propres frais au département d'État où j'ai déjeuné et discuté avec l'assistant secrétaire d'État par intérim de l'époque, exclusivement sur le dossier tchadien. En novembre, j'étais revenu finaliser mes discussions avec lui et passer au Homeland Security, faire ce qu'on m'avait invité de venir faire, le update de mon dossier d'immigration aux États-Unis. Et voilà que je me fais arrêter par le FBI. Je voulais savoir pourquoi et tout de suite. Je suis littéralement tombé de ma chaise en entendant parler de, et je cite, tentative de corrompre le président du Tchad avec mes partenaires du CFC avec un don de 2 millions de dollars. Ensuite, les agents du FBI ont ajouté que les 400 000 $ qui ont été payés à mon cabinet étaient en fait destinés à corrompre les autorités du Tchad pour obtenir des faveurs et signer un contrat pétrolier et que son envoi sur un compte à Dubaï était un acte de blanchiment. Fin de citation. Et le tout était motivé par un complot contre les intérêts des États-Unis. Et qu'en réalité, je faisais partie de ce qu'ils appellent un ring, d'un groupe qui fait le tour des palais africains pour corrompre les chefs d'État, etc. J'étais sans voix devant de telles affirmations. Je me suis vite repris par la grâce de Dieu. Et nous avons eu une excellente discussion qui s'est terminée par une déclaration solennelle de 10 à 15 minutes que j'ai faite. C'est-à-dire qu'au beau milieu de la discussion, je leur ai dit, écoutez, je vous demande de réserver vers la fin 10 à 15 minutes, j'ai une déclaration solennelle à faire avant qu'on ne termine cet entretien. Ils m'ont dit, il n'y a aucun problème. Quand j'ai pris la parole, je leur ai dit, d'abord, quelque chose de remarquable. Ils ont commencé à présenter l'acte d'accusation en disant, Docteur Gadio, on vous connaît. Vous êtes un panafricaniste et vous voulez unir le continent africain. Je vous jure, c'était la première phrase. On vous connaît, vous êtes un panafricaniste, vous voulez unir le continent africain. Mais vous avez aussi d'autres activités, dont le fait de faire le tour des palais africains pour essayer, etc. Alors, en faisant ma déclaration, je dis, je trouve tout à fait inconcevable, inacceptable, qu'une police aussi réputée, des gens aussi respectés à travers le monde, que vous parliez de ring, de faire le tour des palais africains, et vous citez un seul palais, le Tchad. Où est le ring? Dans quel autre palais je suis allé? Avec qui? Où est le dossier concerne l'Ouganda? Je n'ai jamais mis le pied en Ouganda. Pourquoi on ne m'a pas appelé seulement pour me poser la question? Je leur réponds, je n'ai jamais été en Ouganda. Sauf une fois, avec le président Wade, nous avons fait une escale de quelques heures pour discuter précisément du gouvernement de l'Union. Et quand nous avons fini la réunion avec le président Museveni, nous sommes repartis. Donc je ne connais pas l'Ouganda, je n'ai jamais été dans le palais de Museveni. Et si on fait partie d'une chaîne de corruption qui fait le tour de l'Afrique, on ne peut pas le faire dans un seul pays. Donc je dis, notez cela. Deuxièmement, je veux que la première phrase de votre rapport soit que Dr Gadio dit qu'il rejette avec la dernière énergie l'ensemble de vos accusations comme étant des accusations infondées. Et qu'il vous mettra au défi de prouver chacune de ces accusations. Et maintenant, je le dis, je suis étonné que le chef d'État africain qui dirige le combat du continent africain contre le terrorisme, qui a contribué à la destruction en grande partie de Al-Qaïda dans le Sahel, au Mali, et qui a contribué à la destruction de plus de 50% des forces de Boko Haram, que ce soit ce chef d'État-là qui soit visé à travers moi. Et si vous arrivez
à accuser le président Déby, à essayer de le discréditer, à essayer de le faire tomber, vous faites tomber un allié de tous les pays africains et de la communauté internationale dans ce combat sacré pour la sécurité du continent africain. Et c'est inacceptable. Je dis deuxièmement, l'intellectuel africain qui est engagé sur l'agenda panafricain avec le président Déby, l'agenda panafricain, pas seulement la sécurité. Nous parlons de monnaie commune africaine. Nous parlons d'unir le continent africain. Si vous essayez de faire tomber cet intellectuel-là par des accusations aussi inacceptables que je rejette avec la plus grande force, je me demande quel est véritablement votre agenda. J'ai dit alors, j'ai des références aux États-Unis. Demandez à Condoleezza Rice, qui est le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Demandez à Colin Powell, qui est le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Demandez à Mme Hillary Clinton, qui est le docteur Cheikh Tidiane Gadio. Hillary Clinton nous a dit dans son bureau à la Maison-Blanche, quand elle dirigeait le National Security Council, le Conseil national de la sécurité, nous dit docteur Gadio, le monde entier vous doit des félicitations en ayant arrêté la guerre civile à Madagascar, en l'empêchant même de commencer. C'était une fracture dans l'armée malgache, c'était au minimum 80 000 morts d'après nos calculs. Le monde entier vous le doit. Si vous êtes croyant, vous avez posé un acte très tôt. Deuxièmement, en Côte d'Ivoire, nous avons suivi ce que vous avez réalisé. Peut-être qu'on a empêché des milliers, des centaines de milliers de morts dans un pays africain. Et vous avez pris des risques parce qu'on a appris que votre hélicoptère allait être descendu par un tir de roquette. Mais vous avez eu le courage d'aller jusqu'au bout. On vous félicite. On sait ce que vous avez fait dans différents pays. Plus tard, Colin Powell, nous avons travaillé ensemble sur le dossier libyen. Et nous avons aidé à convaincre l'Amérique qui avait décidé de faire la guerre en Irak et ensuite d'aller faire la guerre en Libye, de ne pas le faire. Et de donner une chance à Kadhafi et de ne pas aller l'attaquer. Et Colin Powell sait exactement, je l'ai dit, vous pouvez vérifier avec lui, c'est exactement le travail qu'on a fait pour que Kadhafi accepte de démanteler son arsenal chimique et accepte d'arrêter son programme nucléaire. Je lui demandé à Hillary Clinton ce qu'on a fait avec le MCA pour le Sénégal et les félicitations appuyées qu'elle nous a envoyées quand nous avons arrêté une possible guerre civile en Mauritanie, en faisant 6 mois de navette et de médiation. Je dis, j'ai toujours d'excellentes relations avec votre pays, 30 années de relations avec les États-Unis, de 88 à nos jours. J'ai toujours défendu le droit des États-Unis à avoir d'excellentes relations avec les pays africains, bien que je trouve que vous ne faisiez pas assez et que vous deviez faire plus. Et j'ai toujours pris votre pays comme modèle fédéral le plus achevé que je souhaite pour mon continent, pour l'Afrique. Alors si pour toutes ces raisons, vous venez essayer de me porter des accusations de ce genre, je pense que vous n'êtes pas sur la bonne voie et que c'est totalement erroné et que je me défendrai jusqu'à la dernière goutte de sang, mais je n'accepterai pas de tomber. Alors, on a levé la séance. Et cet entretien que je croyais avoir duré 1h30, tenez-vous bien, mon avocat Sean Hacker, un brillant avocat, un jeune, et son excellente équipe composée de Sarah Wolf et de Jill Simon, ils vont me révéler que j'ai discuté avec le FBI pendant 4 heures. J'ai toujours cru qu'on avait parlé pendant 1h, 1h30. Il paraît qu'on a discuté pendant 4 heures. Alors, et ce qui est curieux, c'est qu'il m'avait présenté ce genre de magnétophone là pour enregistrer, alors qu'en fait tout était vidéo et enregistré en même temps. Dans cette salle, tout est équipé pour ça. Donc j'ai fait en fait 4 heures de vidéo avec le FBI sur l'ensemble du dossier. Alors, au lieu de me desservir, ce que craignait fortement mon avocat principal, la vidéo a jeté le trouble partout, car comme l'a évalué mon avocat, et je le cite, malgré, je cite mon avocat, Sean Hacker, malgré le syndrome et le stress post-arrestation, Dr Gadio, vous étiez calme, posé, réfléchi, serein et complètement véridique et convaincant dans votre body language, langage du corps, dans vos propos et dans votre comportement global. C'était excellent, mais ne le faites plus jamais, car c'est facile de s'incriminer, de s'auto-incriminer soi-même, sans le savoir, en parlant sans la présence de vos avocats. Ne le faites plus. Fin de citation. Immédiatement après avoir obtenu la liberté sous caution et l'assignation à résidence, en Amérique ils appellent ça home confinement. Home confinement, c'est confiné à la maison. C'est-à-dire qu'on vous demande de rester chez vous. Et vous savez que nous avons une petite maison dans le Maryland, à Burtonsville, depuis 2003. On a toujours voulu nous séparer de cette maison. Je sais qu'on pensait qu'on n'en avait plus besoin.
Dieu l'avait gardé là-bas pour ce genre de situation. Donc, et ça a beaucoup aidé le fait qu'on ait eu cette maison à convaincre les avocats que je méritais, à convaincre le juge que je méritais sa confiance pour aller chez moi, parce que j'ai un chez moi, que je n'allais pas disparaître dans la nature, ce que je n'avais aucunement l'intention de faire. Mais le fait d'avoir eu une maison aux États-Unis, ça a beaucoup aidé. Et donc, contrairement à ce qui a été dit, liberté surveillée, c'est quand vous mettez des policiers à la porte, des gendarmes dans le coin de la rue pour vous surveiller. J'étais chez moi, avec des possibilités de déplacement, effectivement, où je dois avertir que je fais tel déplacement, je vais à tel endroit, etc. Je prenais des avions avec mes avocats, on allait à New York, on allait à Washington faire des réunions. C'est ce qu'on appelle peut-être en français assigné en résidence, mais pas de résidence surveillée. Mes parents ici étaient paniqués, ils ont souffert. Il y a des militaires armés, peut-être un bataillon, devant un terroriste comme Gadio qui surveille sa maison. C'est pas vrai. C'était un home confinement, assigné à résidence. Et je suis resté effectivement à résidence jusqu'au moment où, vers le Ramadan, je crois, tout ça a été levé et je n'avais plus certaines contraintes. Je pouvais me déplacer librement avant que n'arrive en septembre, justement, le retrait de la plainte. Donc je disais que, et pour ceux qui m'ont emprisonné pendant, je ne sais pas, combien de mois à New York, je vous donne la bonne information. J'ai fait 10 jours de détention préventive, 10 jours, et 10 jours sur les 387 jours que j'ai passés aux États-Unis, 10 jours. Tout le reste, 387 moins 10, c'est 377 que j'ai passé chez moi. Et 10 jours où effectivement j'étais retenu. Et Dieu sait que quand j'ai été arrêté le vendredi 17, le samedi 18, le juge Nathaniel Fox, dont vous avez vu peut-être la signature, ce juge a tout de suite pensé, je suis sûr qu'il a peut-être fait une recherche sur Google ou quelque chose comme ça, il a tout de suite pensé et il a dit à mes avocats, faites tout, c'est moi qui gère le cas, je serai impartial, mais mettez vos meilleurs arguments parce que ce monsieur, ses accusations sont suffisamment sérieuses et graves qu'il a besoin d'être chez lui pour préparer sa réponse. Donc, présentez, préparez-vous. Et donc ce juge, le samedi 18 novembre, moins de 24 heures après l'arrestation, il m'avait accordé la liberté provisoire. Malheureusement pour moi, c'était un samedi, et là où on allait déposer les cautions, tout était fermé. Lundi, on se réveille donc pour que je puisse aller chez moi, et malheureusement pour moi encore, le gouvernement fait appel. On me reprogramme une autre séance devant, une autre audience devant le juge, et cette fois c'est un autre juge qu'il faut prendre, bien entendu, parce que le premier s'était déjà prononcé. Et on le fait mercredi. L'autre juge vient faire la même conclusion que je dois aller chez moi. Et donc on doit m'accorder la liberté provisoire. C'était le mercredi. Et malheureusement encore pour moi, c'est obtenu l'après-midi, tout était fermé parce que le lendemain jeudi était Thanksgiving aux États-Unis. Tout le monde va chez soi, dans les avions, les trains, les routes, etc. Personne n'est chez soi. Donc jeudi, tout est fermé, vendredi, tout est fermé, et malheureusement pour moi, il fallait attendre le lundi suivant. Et à partir du lundi, nous avons déposé la caution. Encore une fois, certains ont dit que voilà, on a tellement dit de choses. Sur la caution, $1 million, etc. Il y a le système américain, on a mis notre maison sous hypothèque, et le $1 million de caution était partagé entre 4 amis, dont un est dans la salle, l'ambassadeur Lamine Ba. Chacun d'entre eux a donné une garantie pour $250 000. C'est-à-dire que si quelque chose devait arriver, ils étaient prêts à payer $250 000. C'est tout l'assurance qu'ils avaient besoin de donner au juge. Et ils étaient 4 à signer, mon épouse bien sûr, l'ambassadeur Lamine Ba, mon ami, un avocat, Paplu Camara, et un autre ami africain-américain, Mark Chichester. Ils ont signé tous les 4. Et sur une radio internationale, j'ai entendu encore la fameuse dame complètement épiloguée et raconter n'importe quoi sur la caution. Il paraît même que, d'après elle, c'était mon ex-épouse qui a financé ma caution parce qu'elle a beaucoup de moyens et tout ça. C'est extraordinaire. Mais quoi que tu me parles, celle-là aussi, je lui pardonne. Je lui pardonne parce que ça ne sert à rien de garder ce genre de choses. Voilà. Ah non, terrible. C'est celle qui disait que, j'étais là quand je disais que je vais être condamné à entre 10 et 20 ans de prison et que je dois payer une amende de 10 à 50 millions. Et, mais ce n'est pas grave parce qu'avec la transaction au Tchad, là, il a de quoi payer.
alors qu'il n'y a pas eu de transaction. Il n'y a pas eu de transaction, rien n'a été fait. Rien n'a été finalisé. Donc, voilà, mais moi, je vous jure que malgré cela, je vous pardonne. Alors, deuxième échéance, je m'excuse. Première échéance, pour moi, c'était le lundi 18 décembre, et c'était pour mon inculpation. Alors, rapidement, aux États-Unis. Maintenant, un ami m'a dit que je peux retourner aux États-Unis et demander un job d'assistant juridique parce que j'ai tellement appris et lu le système. Aux États-Unis, premier acte, quand le dossier est prêt, avec le FBI et les magistrats, premier acte, c'est de vous porter plainte. File complaint. Ils vous portent plainte, c'est la complainte. Et quand ils vous portent plainte, le droit leur donne la possibilité de vous détenir, de vous arrêter, pour vous présenter devant un juge. Ça, donc, première étape, porter plainte. Deuxième étape, présenter devant un juge pour voir si vous méritez la liberté provisoire. Deuxième étape. Troisième étape, les procureurs vont vers le grand jury. Et ils parlent au grand jury en votre absence et l'absence de vos avocats. Et ils présentent le dossier. Le grand jury, c'est pour que les populations contrôlent la justice. Donc les Américains qui sont sélectionnés au grand jury, ils viennent s'asseoir et les procureurs disent, nous avons Dr Gadio, c'est un ancien ministre du Sénégal, il a fait ceci, il a fait cela, voici nos preuves. Et le grand jury dit, vos preuves là sont légères, laissez-les rentrer. Votre dossier est terminé. Le grand jury dit, ah, ce que vous avez dit est sérieux. On ne sait pas s'il est coupable ou il n'est pas coupable, mais ça mérite d'aller en procès. Donc les magistrats cherchent l'autorisation du peuple à travers le grand jury pour vous amener en procès. Et à partir de là maintenant, ils font ce qu'on appelle l'inculpation officielle. Vous êtes inculpé. Et après l'inculpation, il y a ce qu'ils appellent en anglais arraignment, comme araignée, arraignement. Arraignement, ça veut dire qu'ils vous présentent devant le juge et le juge dit, les prosécuteurs vous ont inculpé, le grand jury a approuvé. Maintenant, Dr Gadio, on vous a accusé de, voici l'acte d'accusation sur la corruption, sur le blanchiment, sur le complot. Qu'est-ce que vous plaidez? Coupable ou non coupable? Et vous plaidez coupable à ceci, non coupable à cela, vous plaidez non coupable. Et la dame dit, le juge ou la juge dit, j'ai décidé, au vu de ce dossier, de programmer le procès dans 6 mois ou dans 1 an. Voilà comment ça se passe aux États-Unis. Le cas de Cheikh Tidiane Gadio s'est arrêté à la plainte. Je n'ai jamais été amené devant un juge pour être inculpé. Jamais. Je l'ai dit et répété, et des amis au Sénégal ont décidé que même sans inculpation, eux-mêmes ici au Sénégal, ils vont m'amener en procès devant un juge. Ils ont tout fait pour que j'aille en procès. Tu vois une télévision nationale que je respecte beaucoup. Ils passent en bandeau, procès de Gadio le 4 octobre. Procès de Gadio, et quand ça n'a pas marché, ils ont changé. Procès de Gadio le 5 novembre. Ça n'a pas marché. Procès de Gadio le 26. Et j'ai des parents, j'ai des amis. J'ai une sœur qui est maladive. Et chaque fois, elle fait une crise, elle s'enferme, elle pleure des jours. Et je lui ai fait une mise au point un jour. Si tu préfères ces gens-là à moi, ne me parle plus. Parce que moi, je te dis la vérité. Je n'ai jamais été inculpé. Je n'ai aucune date de procès. Je ne peux pas avoir de procès si je ne suis pas inculpé. Il faut arrêter. Elle m'a dit d'accord. La prochaine fois que j'entends, tu as sorti une seule larme, toi et moi, c'est presque fini. Presque, je dis presque, parce que je l'adore quand même. Mais c'est pour dire combien de mal a été fait à des Sénégalais, à des gens qui m'aiment et qui ont le droit de m'aimer. Il y a des gens qui ont souffert. Chaque 2 mois, chaque 1 mois, on met dans un grand procès de Gadio tel jour. Mais Gadio n'a jamais, aucun juge, aucun avocat, aucun magistrat ne m'a jamais appelé pour dire, monsieur, votre procès. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils savent que l'étape la plus cruciale, après la plainte, mais c'est l'inculpation. Maître Lajouf est là. Comment est-ce qu'en Inde, en Chine, en Russie, en Amérique, Kalimantan du Nord, Palau, dans quel pays du monde peut-on prendre quelqu'un, lui porter plainte et l'amener en procès? Il faut qu'il soit inculpé de quelque chose. Alors, donc ça c'était, mes amis, il reste 4 à 5 minutes. Donc, première échéance pour moi, c'était le lundi 18, pour mon inculpation, lundi 18 décembre. Alors, les médias sénégalais ont tranquillement annoncé mon procès. Il paraît qu'ils ont amené des caméras de télévision et tout.
Ils étaient devant la cour, ils m'attendaient. Alors, quand le 18 décembre, ils n'ont pas vu de procès, la salle était vide, il n'y avait personne. Sur la tombe de mes parents, comme on dit au Sénégal, ils ont décidé que le FBI a encore pris Gadio de chez lui, l'a amené dans le bureau et l'a interrogé pendant 4 heures. Et vous savez où est-ce que j'étais pendant 4 heures? J'étais avec mes avocats, on déjeunait à Washington et on préparait, on discutait de notre stratégie. Et je me réveille et je vois dans la presse sénégalaise que le FBI est venu me cueillir pour m'amener encore pour 4 heures d'interrogation, comme ils disent. Alors que j'étais avec mes avocats dans le bureau de Washington en train de déjeuner et de faire de la stratégie par rapport à notre cas. Et donc, les gars avaient décidé que mon premier procès serait le 18 décembre. Alors, le 18 décembre, cette date existe, mais c'était pour mon inculpation. Et les magistrats ont accepté de ne pas faire, les procureurs et mes avocats, d'un commun accord ont convenu que c'était prématuré de m'inculper et qu'on pouvait les renvoyer à mi-janvier, le temps de discuter pour chercher un terrain d'entente. Là, je vous donne des informations cruciales parce que voilà le déroulé et voilà comment l'affaire s'est finalement déconstruite. Deuxième échéance début janvier, mon avocat indique au procureur qui lui demande de me rencontrer. Les procureurs disent, avant d'inculper votre client, nous voulons le rencontrer, nous voulons lui parler. Mon avocat dit, je ne le ferai jamais, je ne vous l'amènerai jamais si je ne peux pas accéder aux 4 heures de vidéo que vous avez de lui et que moi je n'ai pas vu. Après beaucoup de discussions, les procureurs cèdent et remettent la vidéo à mon avocat. Ce dernier leur revient pour dire ceci, et je cite, c'est clair que mon client n'est pas coupable et je peux vous l'amener pour une interview plus approfondie, mais je vous informe tout de suite, il ne plaidera jamais coupable à aucune des accusations contenues dans votre plainte. Mieux, il m'a dit avec force qu'il préfère qu'on lui trouve un cas de meurtre non résolu, dont il ne sait absolument rien. Il va plaider coupable à ce meurtre, être jugé et exécuté, plutôt que de plaider coupable à des charges aussi graves et dégradantes que la corruption et le blanchiment d'argent. C'est mon avocat qui parle. Et deuxième main de Dieu, les procureurs, à la grande surprise de mes avocats, ont fait cette excellente affirmation. Je vous la lis en anglais et je la traduis. C'était un appel entre mes avocats et les procureurs. Les procureurs lui disent, par rapport à votre client qui refuse de plaider coupable à aucune charge, ils disent, we don't have any hard evidence to the contrary. Nous n'avons aucune preuve solide du contraire. Nous n'avons aucune preuve solide du contraire. Du contraire, c'est-à-dire qu'il est coupable. Nous n'avons aucune preuve solide. Mes avocats, tous les trois d'ailleurs, ont fait une erreur. Ils m'ont appelé simultanément. Bonne nouvelle, quoi? Les procureurs ont dit ceci, donc notre cas est bon, on va aller vers l'annulation des poursuites. C'était en janvier. Et j'étais bien entendu extrêmement heureux. C'est à partir d'ici que tout a basculé. Et que démarre ce qu'un ami et frère, l'excellent avocat sénégalais Louis Camara, basé à Washington, a appelé le slow justice process. Qu'il trouve le slow justice process, qu'il trouve excellent et demeurant. C'est ainsi que mes avocats et moi et les procureurs avons eu 5 réunions d'interviews et de discussions approfondies, étalées sur 7 mois, dont la dernière n'a pu se tenir qu'en début août avec tous les grands patrons des divisions concernées. FCPA, c'est Foreign Corrupt Practice Act. C'est une loi américaine qui a été votée en 1977 et qui est superbement inconnue. Mais c'est une loi où les Américains avaient décidé que dans les transactions commerciales internationales, s'ils décèlent des actes de corruption, qu'ils allaient effectivement intervenir. Ça date de 1977. Donc le patron du FCPA, qui était l'accusation principale contre moi, était là à cette réunion. Le patron de la fraud section, la section des fraudes, était invité. Le patron des taxes division, la division des taxes des impôts, était invité. Et un des plus brillants avocats du Southern District de New York, qui est un senior, était aussi invité, plus mes procureurs habituels. Ils étaient tous là. Et donc des ténors du Southern District de New York. 5 semaines plus tard, la justice américaine, après cette rencontre qu'ils ont trouvée très concluante, la justice américaine m'a offert un accord de cessation de toutes les poursuites et de retrait de la plainte. Ce qui a été célébré à travers le monde par les cadres et les jeunesses panafricanistes au Sénégal, en Mauritanie, au Bénin, au Mali, en Côte d'Ivoire et chez mes amis
au Tchad, au Maroc et dans la diaspora africaine-américaine, africaine-caribéenne et africaine-européenne en France et en Belgique et ailleurs. Comme l'unanimité n'existe nulle part, certains compatriotes sénégalais n'ont pas partagé la joie du peuple sénégalais. Et ils m'ont cité dans les Panama Papers, les ventes d'armes reprochées au Dr Ho. Et malgré le retrait de la plainte le 14 septembre, ils ont annoncé mon procès le 4 octobre, ensuite le 5 novembre, ensuite le 26 novembre, avec bande passante sur une grande chaîne de télé de la place. Alors, Panama Papers, vous mettez la photo de Gadio en pleine page, une très grande photo. Ceux qui s'intéressent à Gadio vont acheter votre journal. Ils lisent l'article sur les Panama Papers, il n'y a rien qui concerne Gadio. Ils n'en parlent même pas. Son nom ne figure nulle part. Et je vous jure que j'ai appris qu'il y avait une histoire de Panama Papers dans ce journal-là, ici au Sénégal, le jour même. Mais je n'étais pas au courant. Je ne me suis jamais occupé des démêlés judiciaires du Dr Ho parce que nous n'étions que des partenaires économiques et commerciaux. Et comme ça n'a pas marché au bout de 5-6 mois, on s'était quitté et chacun s'occupait de ses affaires. Donc je ne lui connais ni Panama Papers, ni vente d'armes, ni autre chose. Ce n'était pas mon problème d'ailleurs. Et on n'avait aucune relation sur ça. Mais quand vous dites, attention, Dr Ho est impliqué dans les Panama Papers, ça enfonce Gadio. Vous vous rendez compte? Gadio n'est pas au courant, n'a jamais été impliqué dans les Panama Papers, vous dites ça enfonce Gadio. On a découvert que Dr Ho vend des armes, où ça enfonce Gadio? Enfonce quoi? Et où? Voilà ce que j'ai subi à distance. Pas moi, parce que j'étais très sonné. Et j'avais, du point de la spiritualité, je me sentais très fort. Mais mes amis ont souffert, mes parents ont souffert. J'espère que mes enfants n'ont pas souffert, parce qu'ils sont assez grands. Mais c'était très dur, très dur. Ceci donc, au total, les procès annoncés étaient ahurissants dans la mesure où aucune justice d'aucun pays ne peut juger quelqu'un sans l'avoir jamais inculpé. Or donc, je le dis et je le répète, je n'ai jamais été inculpé. On ne m'a jamais amené devant un juge ou une juge pour m'inculper ou pour me demander de plaider coupable ou non coupable. La procédure judiciaire me concernant s'est arrêtée à la plainte déposée devant le juge le 18 novembre 2017. Lors du procès de Dr Ho, on m'a finalement demandé de témoigner. Et j'ai dit sous serment la vérité, rien que la vérité. Dr Ho, en entrant dans la cour, m'a gentiment salué. Ce à quoi j'ai répondu gentiment. On ne m'a jamais demandé si je pensais que Dr Ho était coupable des actes de corruption et s'il était responsable de l'acte répréhensible posé par sa compagnie avec un cadeau de 2 millions de dollars présenté ou dissimulé dans un lot de plusieurs cadeaux. Cadeau qui a été bien entendu violemment rejeté par le président du Tchad. Dans la cross-examination, c'est-à-dire quand vous finissez de donner votre version des faits, les avocats de l'autre partie ont le droit de vous poser des questions, ce qu'ils appellent cross-examination. Je ne sais pas comment on l'appelle en français, cross-examination en anglais. Donc, et cross-examination, ce n'est jamais tendre. C'est toujours, même si le procureur ou l'avocat ne vous cherche pas des nuances, il faut qu'il vous mette la pression. S'il peut arriver à quelque chose, c'est bien. Donc, dans la cross-examination, je n'ai pas personnellement trouvé l'avocat de Dr Ho excessivement agressif, bien qu'il soit dans son rôle de remettre en cause un témoignage qui peut ne pas toujours arranger sa stratégie de défense de son client. Je sais que lui et Dr Ho ont apprécié le passage de mon témoignage, où j'ai rappelé que quand le président du Tchad a fini de sermonner la délégation du CFC pour l'acte grave qu'ils ont posé, Dr Ho était le premier à prendre la parole pour dire à peu près ceci. C'est moi qui ai témoigné en disant cela de Dr Ho. Et j'ai rappelé ce qu'il a dit. Dr Ho a dit, je suis impressionné par la réaction du président et son rejet du cadeau en cash. J'avais donc raison de proposer le Tchad comme porte d'entrée, gateway, de notre compagnie en Afrique. Maintenant, notre responsable, M. Z, va donner la réponse de la compagnie. J'ai dit ça. C'est Dr Ho qui l'a dit, je l'ai cité. Et c'était très positif pour lui. Et je crois que d'ailleurs, dans les 8 chefs d'accusation qu'il avait, un des seuls chefs d'accusation où ils ne l'ont pas trouvé coupable, c'était dans le cas du Tchad. Et je pense quelque part, ce que j'ai dit a servi sa cause, bien que, comme avait dit l'avocat, le procureur, je n'ai ni à l'incriminer, ni à le disculper. Ce n'était pas mon job. Mon job, c'était, j'ai dit une version des faits qu'ils ont trouvé crédible et véridique. Ils m'ont demandé de répéter cette version au lieu qu'eux-mêmes aillent la raconter devant la cour.
C'est donc là, chers amis, ma part de vérité et toute la vérité sur mon dossier judiciaire qui m'a pris une précieuse année de ma vie. Je ne m'en plains pas parce que je suis croyant. Comme on dit chez nous, de me gueule natou. Car j'aurais pu perdre le reste de ma vie dans un acte d'injustice et une condamnation à une lourde peine due à un tragique malentendu entre la justice américaine et moi. J'ai appelé tout cet épisode un tragique malentendu. Le premier jour quand le FBI a fait l'arrestation, jusqu'au jour où j'ai quitté, j'ai pris congé des procureurs en se disant au revoir. Et ce qui est intéressant, c'est quand on s'est quitté, ils m'ont dit, les yeux dans les yeux, les procureurs, nous vous souhaitons bonne chance. Vous ferez de grandes choses pour l'Afrique. Vous ferez de grandes choses chez vous. Nous vous souhaitons bonne chance. Nous avons appris à vous connaître. Nous avons appris à vous respecter. Et on a fait un long processus de 10 mois où on était tellement ensemble. L'un d'entre eux m'a dit, j'ai tellement lu sur vous, sur vos écrits, sur tout ce que vous avez écrit, sur l'Afrique, sur le monde, que franchement, je crois que je fais partie des personnes qui vous connaissent le mieux au monde aujourd'hui. Et j'ai du respect pour vous. Et ça fait chaud au cœur, qui fait que je suis revenu aussi, le cœur complètement vidé de toute rancœur, de toute animosité, y compris par rapport à la justice américaine et ce qui s'est passé. Donc au total, j'accepte ce coup du destin. Je me suis lancé dans une profonde réflexion et introspection sur le pourquoi ce genre de situation qui frappe régulièrement les Africains à travers le monde. Ma conclusion est celle de mon ami maître Elhadji Diouf. Nous avons choisi l'absurdité de bâtir des États nains, comme disait Cheikh Anta Diop, qui ne pèsent pas grand-chose sur l'échiquier international et dont les anciens ministres, députés en exercice peuvent être arrêtés et malmenés sans aucun risque par toutes les puissances du monde. La guerre commerciale Chine-États-Unis ne doit pas faire des victimes collatérales africaines. Je reste profondément attaché à la Chine et à ce qu'elle représente de contrepoids positif dans le refus d'un monde unipolaire. Je reste profondément ami des États-Unis, avec qui j'ai partagé 30 ans d'amitié et de relations. Ce pays, les États-Unis, me fait chaque fois rêver des États-Unis d'Afrique. Mais avant tout et par-delà tout, je reste profondément un panafricaniste, prêt à prôner Africa First, comme le font les autres pour leur pays. Ceci pour vous dire que la seule bonne réponse pour nous est avant tout africaine. La seule bonne réponse à ce genre de situation est pour nous avant tout africaine. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Telle est la directive de Nkrumah, de Garvey et de Cheikh Anta Diop, et tel est le combat, mon combat à vie. Merci.